OK, bienvenue tout le monde, bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super, top. Bon, bah, bienvenue du coup dans cette, webconférence, qu'on anime aujourd'hui donc avec, notre partenaire Swappen que je laisserai, évidemment se présenter. Donc, moi c'est Hélène, je travaille à l'ADI. Pour celles et ceux qui connaissent pas l'ADI, donc c'est l'Association pour le droit et l'initiative économique. Donc on finance et on accompagne des personnes qui souhaitent créer ou développer leur entreprise. Donc on les finance à travers des microcrédits, donc pour, tout type, de projet ou d'activité et tout type de besoin. Et donc chaque semaine, et tous les mois, donc on organise des webconférences gratuites, comme celle-ci, donc majoritairement avec des partenaires. Et donc aujourd'hui avec Swappen, donc sur, quel statut choisir entre micro-entreprise et société. Et Enzo, je vais vous laisser la parole du coup. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, pardon, dans le chat, on fera le maximum du coup pour y répondre. Donc de mon côté concernant l'association ADI et du côté d'Enzo, donc en lien avec le sujet donc qu'on aborde aujourd'hui, on pourra malheureusement, vous êtes assez nombreux, donc on ne pourra pas rentrer forcément dans les spécificités et les détails du coup de chacun de vos projets. On essaiera de faire le maximum. En tout cas, voilà, on essaiera de faire le maximum pour répondre à vos questions. Je vous laisse la main, Enzo. Ouais, merci beaucoup. Bonjour à tous. Bon, me présenter rapidement, donc je m'appelle Enzo, je suis consultant en création de société donc chez Swappen. Swappen, qui sommes-nous? Tout simplement, on est un cabinet spécialisé dans la création de sociétés, c'est-à-dire qu'on va accompagner des porteurs de projets dans la création de leur entreprise. Donc ça va aller du conseil pour choisir la forme juridique la plus intéressante pour eux, et ensuite on va réaliser toutes les formalités administratives dans le cadre de la création de la société. Donc vraiment, notre expertise, nous, c'est la création de société. Puis, suite à ça, on va accompagner les créateurs d'entreprises dans tout l'aspect gestion de leur société. Mais ça, c'est un second point. Aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à la création de société et en détail, quelle est la forme éduque la plus intéressante, la micro-entreprise ou la société, donc quel statut choisir pour mon projet. Donc effectivement, il y a un chat en bas à droite normalement. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'essaie d'y faire un petit tour de temps en temps pour y répondre. Voilà. N'hésitez surtout pas. Donc aujourd'hui, ce qu'on va avoir donc, au programme seront les 4 questions à se poser avant de créer votre structure, votre société pour certains, peut-être une micro-entreprise pour d'autres. Et justement, ce sera le sujet. On verra l'ensemble des statuts possibles quand on souhaite lancer son entreprise. Et après, pour finir, on verra les étapes de création. Donc ça arrive une fois qu'on a choisi le statut juridique. Il y a un gros écho apparemment, vous m'entendez mal. Il y a un bruit de fond. Je ne sais pas si c'est vous peut-être de votre côté. Peut-être. Ah, est-ce que c'est mieux maintenant? Ouais, c'est mieux? Ok, nickel, parfait, très bien. Merci en tout cas d'avoir interagi dans le chat. Donc, on commence avec les 4 questions à se poser lorsqu'on veut lancer sa structure. Les 4 questions fondamentales, bien entendu, il y en a d'autres. Celles-ci, ce sont les principales. Déjà, premièrement, quel est le chiffre d'affaires que je pense générer la première année? Ça va être vraiment, je dirais, la question clé sur le choix de la forme juridique. Et on verra après, bien entendu, je vais détailler le pourquoi du comment après. En deuxième temps, on verra combien d'argent je dois mobiliser pour mon projet, puis de quelles aides je vais pouvoir bénéficier justement pour financer ce projet et quelle rémunération je peux envisager sur mon projet. Donc tout simplement, comment est-ce que je vais me payer depuis mon projet, depuis ma structure, depuis mon entreprise. Donc, premièrement, le prévisionnel, donc quel chiffre d'affaires je pense générer la première année, tout simplement, ça va vous permettre de mesurer l'ampleur de votre projet. Est-ce que ça va être un projet principal, une activité principale? Est-ce que ça va plutôt être quelque chose de secondaire, c'est-à-dire j'ai déjà un CDI, je suis peut-être demandeur d'emploi, donc j'ai déjà une source de rémunération et c'est quelque chose que je veux faire à côté? Ou alors, dans certains cas, c'est le projet d'une vie, c'est vraiment quelque chose que vous pensez à long terme,
Donc là, c'est différent. L'ampleur est totalement différente selon ces différents points. Le fait d'avoir un montant de chiffre d'affaires va véritablement vous orienter vers un statut plus qu'un autre. C'est-à-dire que, par exemple, si vous comptez faire un petit chiffre d'affaires pour commencer, imaginons vous allez faire du petit bricolage chez des particuliers, c'est quelque chose qui va vous faire gagner peut-être 500 € par mois, un petit complément. Peut-être qu'on va plutôt s'orienter vers une micro-entreprise et non pas vers une société où là, c'est quelque chose d'un peu plus gros, on va dire. Donc, le meilleur moyen afin d'avoir un prévisionnel, de voir quel chiffre d'affaires vous pensez générer, c'est bien entendu de faire un business plan, de faire une étude de marché, c'est-à-dire de voir ce qui se fait autour de vous. Si je reprends mon exemple, je souhaite me lancer dans le petit bricolage pour particulier, je vais essayer de regarder ce qui se fait autour de moi dans ma ville, ou peut-être dans les villes aux alentours, voir ce qu'ils proposent, est-ce qu'ils génèrent du chiffre d'affaires en réalisant une étude de marché, enfin voilà. En tout cas, c'est de s'intéresser autour de vous ce qui se propose dans votre domaine d'activité. Donc, premièrement, faire une prévision de votre chiffre d'affaires la première année et au mieux pour les années suivantes. Ensuite, combien d'argent je dois mobiliser? Selon mon projet, le montant d'argent à mobiliser sera différent. Si, par exemple, je continue dans mon exemple de personne qui fait du petit bricolage, elle n'aura pas le même montant à mobiliser dans la société qu'une personne, par exemple, qui va créer un restaurant, qui va créer une pizzeria, une personne qui va faire de l'achat-revente de véhicules. Le montant de financement est totalement différent. Donc déjà, comment je vais pouvoir apporter cet argent, si jamais j'ai de l'argent, comment je vais pouvoir l'apporter dans ma société? Je parle bien de société, je ne parle pas de micro-entreprise. En société, il y a deux manières. C'est soit j'apporte mon argent au capital social de l'entreprise, donc là, c'est vraiment un apport que je vais faire dans mon entreprise, ou alors un apport en compte courant d'associé. Pour faire simple, le fait d'apporter de l'argent en compte courant d'associé, ça signifie que vous allez prêter de l'argent à votre entreprise et vous allez pouvoir vous rembourser quand vous voulez avec cette entreprise. Donc, en fait, si jamais j'ai une société et que j'apporte 1 000 € en compte courant d'associé, ma société aura une dette de 1 000 € envers moi, personne physique. Et quand ma société aura de la trésorerie, elle va pouvoir me rembourser en 2 fois, 3 fois, en 1 fois peut-être, dès qu'elle le souhaite. Donc en fait, ça permet d'injecter de l'argent dans l'entreprise et de se rembourser en tant que particulier. Voilà. Donc vous avez ces deux possibilités. Si jamais vous êtes en micro-entreprise, il n'y a pas de notion de capital social ou de compte courant d'associé. En micro-entreprise, tout ce que vous avez en perso peut également appartenir à la société. Vous avez 1 000 € sur votre compte perso, vous souhaitez acheter une tondeuse pour votre micro-entreprise, pas de problème. Faites le virement, vous l'achetez, puis voilà. Il n'y a pas de notion d'apporter dans l'entreprise. Vous pouvez même avoir qu'un seul compte pour votre micro-entreprise et pour vos comptes perso. Pas forcément recommandé. Nous, on recommande toujours d'avoir un compte dédié à l'entreprise, mais vous pouvez. Si l'apport vient d'un investisseur, très bonne question, ça peut être mis au capital ou alors ça peut être fait en compte courant d'associé. Il n'y a pas vraiment de vérité, ça peut être les deux. Voilà. En tout cas, l'investisseur, effectivement, généralement, ça peut être un apport en compte courant d'associé. Il va financer dans l'entreprise directement, pas forcément au capital, mais tout dépend en fait du but recherché. L'apport en nature aussi, effectivement, c'est possible de faire un apport en nature. Ça nécessite l'appel d'un commissaire aux apports qui peut vous coûter de l'argent. Donc, il faut véritablement essayer de calculer le besoin. Parce que si vous voulez faire un apport en compte courant d'associé d'un ordinateur, est-ce que véritablement j'ai envie de le faire? De faire appel à un commissaire aux apports qui va me coûter quand même assez cher, hein, quasiment 1 000 €, même plus selon l'apport. En tout cas, ça peut vous coûter de l'argent, mais ça peut être intéressant de faire un apport en nature, effectivement. Si ça vient de la famille, comment le formaliser pour pouvoir le rembourser? S'ils sont associés, ils peuvent faire un apport en courant d'associés. Vous pouvez faire un pacte d'associés pour vraiment formaliser la chose. Si quelqu'un vous prête de l'argent et qu'en perso, et que lui, de votre côté, vous apportez dans l'entreprise, là, il faudra peut-être faire un contrat de remboursement en perso. Voilà, reconnaissance de dette, exactement. Merci. Quelle est la différence entre compte et compte dédié? En fait, vous pouvez avoir un compte. En fait, compte dédié, c'est vraiment. En fait, en micro-entreprise, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte professionnel. Vous pouvez avoir un compte
classique, personnel, mais dédié à votre micro-entreprise. En fait, ça coûte moins cher et vu que c'est pas obligatoire d'avoir un compte professionnel, vous pouvez faire ça. Avoir un petit compte perso, par exemple chez Boursorama où c'est gratuit, et c'est un exemple, et avoir ce compte perso pour la micro, par exemple. Donc, pas forcément obligé d'avoir un compte pro dans une banque suite à ça. Voilà. N'hésitez pas, effectivement, c'est vrai, compte pro, effectivement. Mais il faut avoir un compte perso pour l'avoir gratuitement. Les aides à la création. Donc ça, ce sont les différentes aides que vous pouvez bénéficier pour pouvoir créer votre société. Je vais commencer par la plus connue, c'est la dernière dans la slide, c'est les aides de France Travail. Si vous êtes demandeur ou demandeuse d'emploi, effectivement, vous pouvez bénéficier de différentes aides de la part de France Travail. Vous avez l'ACRE, ACRE, qui vous permet de bénéficier d'une exonération partielle des cotisations sociales. Vous avez les ARE, où ça, c'est tous les mois, vous avez des indemnités de la part de France Travail, c'est votre chômage classique en fait. Voilà. Ou soit vous avez l'ARS, A-R-C-E, alors ça se ressemble, hein, vous voyez. Et donc l'ARS permet justement d'avoir un capital dans le sens où vous allez avoir 30% à la création de votre micro, de votre société, de la totalité de votre chômage, et 30% au bout de 6 mois. Donc, dans tous les cas, vous avez l'ACRE, et vous pouvez avoir soit les ARE, ou alors la RCE, l'ARS. C'est le choix entre les deux. Malheureusement, il faut faire un choix, on ne peut pas bénéficier des deux, mais c'est soit l'un, soit l'autre. Voilà. Je ne sais pas si y a des questions par rapport à ça. Donc, soit les ARE, soit l'ARS, tout dépend de votre besoin. C'est mieux de prendre les ARE, mais tout dépend effectivement le projet. Mais au moins, les ARE vous permettent d'avoir un petit matelas de sécurité au cas où. Alors, soit vous avez tous les mois, pendant 1 an et demi, généralement, vos aides France Travail, ou alors vous avez 30% de la totalité de vos aides à la création et 30% au bout de 6 mois. Et effectivement, c'est vous qui choisissez selon votre besoin. Imaginons, j'ouvre un camion pizza, mais je n'ai pas l'argent pour payer de camion. Ben, je peux demander l'ARS, et comme ça, ce petit capital de départ me permettra de payer ce camion à pizza. Par contre, j'aurais plus les ARE. Donc, si vous prenez l'ARS, donc le capital de départ, vous n'aurez plus le chômage tous les mois, ce qui peut être un peu piège. C'est pas 60, 100 au début. Si, bah, en fait, vous avez 30 à la création, 30 en bout de 6 mois, donc ça fait 60%. En gardant les erreurs, ce que vous recevez les 100% du mensuel. Tout dépend de la forme juridique et si vous faites du chiffre d'affaires et si vous prenez une rémunération. On verra ça tout à l'heure. Pour les erreurs, c'est maintenant limité à 60% de la somme restante. Tout dépend de la forme juridique. L'acte n'est pas possible si on a déjà une micro à savoir. Alors ça, il faut faire la demande, effectivement. Si vous avez déjà créé la micro si vous avez déjà créé la micro, effectivement, et vous devenez demandeur d'emploi ensuite, effectivement, vous ne pouvez pas demander l'acte, mais c'est toujours bon de faire la demande, au moment où on vous refuse et vous savez. Parce que vous devez faire normalement la demande 40 jours après la création. L'acte divise les charges par 2 pendant combien de temps? Effectivement, ça divise les charges par 2 pendant 4 trimestres. Pour les ARE, effectivement, selon la forme juridique, vous avez 60% de vos droits. Si je me lance en EURL, j'ai 60% de mon droit et 40% une fois que c'est terminé. Les 40% restants une fois que c'est terminé. Ou alors, si je suis en SASU, je peux bénéficier de la totalité. On y viendra ensuite, ce n'est pas trop le sujet. Merci pour vos questions. On y revient juste après ça. N'hésitez pas si vous avez des questions. Là, on se concentre vraiment sur les aides dont vous allez pouvoir bénéficier pour lancer votre projet. Donc, il y a le prêt d'honneur, donc le prêt à 0%, vous allez vous engager à rembourser. Il y a les différentes aides, effectivement, de la part de la commune, du département, de la région, même de l'État, selon votre projet. Là, vous pouvez faire les demandes et vous renseigner. Voilà. Et vous avez les aides France Travail dont on a abordé. Et pour les fonctionnaires en poste qui n'ont pas le droit de chômage et qui ne démissionnent pas de suite, vous ne bénéficiez pas d'aide de la part de France Travail. Selon votre âge, selon votre situation, vous pouvez bénéficier tout de même de l'ACRE. En micro-entreprise, vous pouvez regarder, il y a différentes conditions pour bénéficier de l'ACRE en micro-entreprise. À qui s'adresser pour les prêts d'honneur auprès des établissements bancaires, je dirais. Est-ce qu'on a des yeux pour des véhicules? C'est-à-dire, aide non remboursable? France Travail, c'est non remboursable. Après, pour les aides de la commune, tout dépend. Ça peut être des subventions, effectivement, tout dépend de votre projet. Je vous invite à demander, on ne sait jamais. Et les prêts d'honneur, pour le coup, c'est remboursable.
si je viens de demandeur d'emploi au 1er juin, je peux créer... Oui, alors si vous êtes demandeur au 1er juin, je vous recommande de créer votre micro, votre société au 2 juin, afin de bénéficier de l'ACRE. Pour acheter un véhicule, si vous avez des aides, pas forcément, à part celles que je viens de vous citer. Est-ce qu'il y en a d'autres pour un véhicule spécifiquement? Je n'aurai pas la réponse, mais en tout cas, vous avez ces aides, entre autres. Il y a également l'ADI, par rapport au microcrédit, qui peut vous aider à financer, mais sinon, non, j'en vois pas d'autres. Hop, je passe à la suite. Bon, voilà. Voici différentes aides de France Travail, j'ai déjà abordé. Mais en gros, vous avez l'ACRE. Donc, ce que je vous disais, c'est une réduction des cotisations sociales. Au lieu de payer, imaginons, 25% de cotisations sociales en micro-entreprise, vous allez payer 12% pendant 12 mois. Idem pour une autre activité. Si, par exemple, je fais de l'achat-revente, au lieu d'avoir 11% de cotisations sociales, ce sera 5%. Donc, c'est une exonération à hauteur de 50% pendant un an. Et les ARE, donc ce que je vous disais, tous les mois, un revenu de remplacement, ou l'ARS, 30% à la création, 30% au bout de 6 mois, mais ça vous désinscrit de France Travail, donc vous n'avez pas les ARE ensuite. Donc l'ACRE plus les ARE ou l'ARS. L'ACRE, effectivement, pour n'importe quel statut de société, si vous êtes en EURL, au lieu de payer les 45% de cotisation sociale, ce sera 25% et quelques, mais plus vous allez vous payer, moins il y aura d'aide, en gros. Donc, imaginons que vous avez la moitié d'exonération, 50%, plus vous allez vous payer, et moins vous aurez d'aide d'exonération. Donc, 50%, 45, 40, 35, etc. OK ? C'est clair pour les aides? J'essaie de faire simple sans aller trop dans le détail. Le but, c'est vraiment de voir les choses en gros, je dirais. Et si vous avez besoin de conseils supplémentaires, vraiment personnalisés pour votre projet, je vous donnerai un petit QR code à la fin, en principe, pour prendre rendez-vous. N'hésitez pas. Votre future rémunération, qu'est-ce que ça veut dire? C'est déjà de regarder quelle rémunération j'envisage sur mon projet, comment je vais vouloir me payer. Ici, ça concerne que les sociétés, parce qu'en fait, en micro-entreprise, tout le chiffre d'affaires que vous allez générer est considéré comme de la rémunération. C'est-à-dire, je fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, l'État va dire, OK, tu as 10 000 euros de rémunération. Il n'y a pas de notion de salaire ou quoi que ce soit. Voilà. Hop. Quelles sont les différences? Quelle est la différence entre un salaire et les dividendes? Un salaire, c'est tout simplement une rémunération mensuelle, une rémunération qui va être vraiment régulière, tous les mois. Tous les mois, je peux me verser un salaire. Les dividendes, c'est une seule fois dans l'année, c'est à la clôture de l'exercice comptable, une fois que le comptable a fait le bilan de votre société, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié les bénéfices, etc., vous allez pouvoir prendre partie de ces bénéfices en dividendes. Voilà, donc c'est vraiment à la fin de l'année, en fait, vous allez pouvoir vous verser des dividendes. Si vous souhaitez ne pas vous verser de rémunération, parce que imaginons que vous êtes en CDI, ou si vous avez les aides France Travail, vous souhaitez accumuler de la trésorerie afin de ne pas prendre de salaire, parce que lorsqu'on prend un salaire, en fait, on paye des cotisations sociales plutôt élevées. Donc, si je ne souhaite pas payer de cotisations sociales, je ne prends pas de salaire. Et si je ne souhaite pas me verser de salaire, je peux, pour maximiser ma trésorerie, et dans ce cas, je vais pouvoir profiter des dividendes. Il y a une forme juridique plus qu'une autre qui va être intéressante dans le cas-là, lorsque je suis inscrit à France Travail, ou alors quand je suis en CDI. On va aller dans le vif du sujet. S'il y a des questions, les réinvestir pour les dividendes, avoir son comptable. Tout à fait, Vanessa. Très, très bonne remarque. Effectivement, une fois que vous avez les bénéfices de votre entreprise, soit vous pouvez les laisser en trésorerie, ou alors vous les retirez en dividendes. Vous avez le choix. Donc, les laisser en trésorerie, ça signifierait faire du réinvestissement. En tant que seul employé de ma société, il faudrait que je paye des cotisations plus que d'autres s'il me verse un salaire. En fait, vous payez quand vous êtes chef d'entreprise et vous avez une société, vous allez payer des cotisations sociales sur votre salaire. On va voir ça dans quelques secondes. Le calcul et quelle est la forme juridique la plus intéressante si jamais je me verse un salaire. En France, on identifie deux types de structures. Vous avez d'un côté à gauche les entreprises individuelles, la micro-entreprise ou alors l'entreprise individuelle classique au régime réel.
et c'est en nom propre. C'est-à-dire que vous allez entreprendre en votre nom et vous ne pouvez pas avoir 2 micro-entreprises ou 2 entreprises individuelles classiques. C'est une seule, comme c'est un nom propre. Par contre, vous pouvez avoir une seule micro-entreprise et avoir plusieurs activités. Je peux très bien, dans ma micro-entreprise, avoir une activité principale de, je ne sais pas, achat-revente de téléphone, et derrière, faire de la plomberie, d'avoir un food truck ou quoi que ce soit. C'est totalement possible. Est-ce que c'est logique? À vous de le voir. J'ai envie de vous dire non, mais en tout cas, c'est possible. Idem pour l'entreprise individuelle classique. Peut-on être en CDI, avoir une société? Tout à fait, Delphine, et je vous invite à regarder votre contrat pour voir les clauses de non-concurrence. En tout cas, c'est possible, mais la même activité, c'est risqué. Mais en tout cas, vous pouvez avoir une société et avoir un CDI à côté. Donc, j'ai d'un côté les entreprises individuelles et de l'autre, j'ai les sociétés. Dans les sociétés, on va en retrouver plusieurs. J'ai la SASU et la SAS qui sont la même chose. C'est le même fonctionnement. C'est juste qu'en SASU, je suis seul. SAS unipersonnel. Et en SAS, on est plusieurs associés. Et de l'autre, j'ai le URL et la SARL. Le URL, je suis seul dedans, seul associé. Et la SARL, on est plusieurs. Voilà. Peut-on avoir une société et une micro? Oui, vous pouvez, mais tout dépend de la forme juridique. Imaginons, vous ne pouvez pas cumuler EURL et micro-entreprise, par exemple. Pourquoi? Parce que vous êtes travailleur non salarié en EURL, pareil en micro-entreprise, et ne pouvez pas cumuler deux statuts, deux régimes de travailleur non salarié. Effectivement, au niveau des activités, c'est recommandé de ne pas avoir les mêmes. En soi, vous pouvez avoir une micro-entreprise dans la plomberie et une société dans la plomberie. C'est possible. C'est juste que vous pouvez avoir un contrôle et voir s'il n'y a pas une refacturation d'un côté pour éviter des charges ou quoi que ce soit. Et dans les faits, c'est possible. Est-il possible en micro-entreprise de différencier sur une même facture la vente et la prestation de service afin de différencier les charges? Tout à fait, c'est possible. Justement, je vous invite à le faire pour ne pas payer 25% de charges sociales sur de l'achat-revente alors que c'est de la prestation de service. Donc, vous pouvez bien séparer, c'est nouveau de votre déclaration aussi, vous allez pouvoir différencier le montant de chiffre d'affaires sur l'achat-revente et le montant sur la prestation de service pour éviter justement de payer trop de charges sur certains montants. Et oui, c'est très risqué d'avoir une société, une micro dans la même activité. Est-il facile de passer un stage juridique à un autre en fonction, par exemple, d'une question de CA? Merci. Oui, si vous commencez en micro-entreprise, ça va être très simple de passer en société. Vous allez devoir clôturer la micro-entreprise et créer la société. Voilà. Par contre, de passer, par exemple, d'une SAS, d'une SASU à une URL, c'est possible, mais ça coûte de l'argent. Assez cher même. Si je bénéficie de l'ARS et de l'ACRE, est-ce que je peux quand même prendre un CDD si mes revenus sont insuffisants? Vous pouvez, mais avoir avec France Travail. Est-ce que ma micro peut sous-traiter avec ma SASU? C'est possible, mais c'est risqué. Il ne faut pas qu'elles aient la même activité. Donc, il faut faire vraiment attention. Dans les faits, c'est possible, attention au contrôle, mais c'est risqué. Est-il possible de passer de SS à SASU? Tout à fait, SS, donc vous êtes plusieurs associés. Imaginons, il y a un associé qui part pour X, Y raison, ça passera en SASU, effectivement. Il y aura un rachat de parts, donc effectivement, c'est possible. Est-ce que je peux embaucher en micro? Vous pouvez, dans les faits, embaucher en micro, mais ce n'est pas du tout intéressant. Parce que vous n'aurez pas la possibilité de déduire les charges, en fait, les charges du salarié du chiffre d'affaires. Donc, vous allez payer trop de charges, en fait. Peut-on faire les factures avec TVA en micro? Oui, vous pouvez, mais il faut faire la demande aux impôts. Par défaut, vous êtes non assujetti à la TVA, c'est-à-dire que vous faites des factures hors taxe. En passant un certain seuil, vous allez ajouter de la TVA sur vos factures. Mais vous pouvez, dès le départ, faire la demande aux impôts pour être assujetti à la TVA, pour pouvoir facturer de la TVA à vos clients. Il faut vraiment voir si c'est intéressant ou pas. Et vous pouvez avoir un apprenti au micro, tout à fait, mais ce n'est pas forcément intéressant. On passe de micro, peut-on conserver le nom d'entreprise? Oui, vous pouvez, Stéphane, conserver le nom d'entreprise sans problème. Même en franchise en base pour la TVA. Ouais, c'est ce que je vous disais, vous êtes en franchise en base au départ, et après vous pouvez passer en TVA, sans problème. Je fais un petit zoom sur la micro, vu que c'est un peu le sujet, il y a pas mal de questions. Donc, en micro-entreprise, j'aurai un statut de travailleur non salarié. De ce fait, je vais payer des charges sociales plutôt faibles.
Parce qu'en contrepartie, je vais avoir une couverture sociale également assez faible et une mauvaise cotisation à la retraite. Donc, si mon but, c'est d'être bien protégé parce que j'ai des problèmes de santé ou quoi, la micro-entreprise, ce n'est pas forcément intéressant. Ou alors, je prends une prévoyance et une mutuelle, au cas où. Mais ça reste quand même pas forcément le plus intéressant si jamais j'ai des problèmes de santé. En micro-entreprise, tout est calculé sur le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que, imaginons au mois de mars, j'ai fait 1000 euros de chiffre d'affaires. Au mois d'avril, je vais devoir déclarer ces 1000 euros afin de payer des charges sociales. Les charges sociales, en micro, elles dépendent de mon activité. Si, par exemple, je fais de l'achat-revente de téléphone, c'était mon exemple de tout à l'heure, je vais payer 12,3% de charges sociales sur mes 1000 euros. En fait, je déclare mes 1000 euros à l'URSSAF et l'URSSAF va me dire, voilà, tu dois payer tant d'euros. Et je paye directement sur le site. Si, par exemple, je fais de la prestation de service, un plombier, par exemple, c'est 21,1. Si je suis développeur web, naturopathe ou ce que vous voulez, c'est 23%. Donc, prestation de service intellectuel, ça se situe entre 21 et 23% selon la nature de l'activité. Voilà. Donc, tout est calculé sur le chiffre d'affaires et je n'ai pas la possibilité de déduire mes dépenses. Pour les 34%, c'est URSSAF inclus. C'est-à-dire, je suis retraité militaire et j'ai une couverture sociale. Quelles conséquences en auto-entrepreneur sur ma couverture sociale? Pour moi, il n'y en aura aucune. C'est juste que vous allez payer des cotisations sociales pour rien, entre guillemets, Patrice. Donc, en micro-entreprise, ce que je disais, c'est que tout est calculé sur le chiffre d'affaires. À savoir que vous allez payer également de l'impôt. Imaginons, durant l'année 2024, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 100 000 euros. Pour faire simple, 100 000 euros. Donc, j'ai payé des cotisations sociales, on va dire 23%, mais aux impôts, je déclare les 100 000 euros. Je ne déduis pas mon URSSAF de mon chiffre d'affaires, je déclare vraiment le chiffre d'affaires encaissé total, donc mes 100 000. Je vais payer de l'impôt sur le revenu, mais comme c'est bien fait, je ne vais pas payer directement des impôts sur la totalité de mon chiffre d'affaires, mais il y a un abattement. Moi, de mon côté, je déclare quand même mes 100 000, mais l'État, selon mon activité, va réaliser un abattement. Imaginons, je fais de l'achat-revente de marchandises, j'aurai un abattement de 71%. Donc, au lieu de payer sur les 100 000, je réalise un abattement de 71% et je vais payer des impôts sur le reliquat. Donc, sur 100 000, je paye des impôts sur 29 000. Donc, j'ai 29 000 euros qui va s'ajouter à mon revenu imposable, revenu de mon foyer. Voilà. Je ne sais pas si c'était clair. Donc, sur les 100 000, j'ai payé déjà environ 23 000 euros. Non, dans l'exemple, il y a de l'achat-revente. Sur les 100 000 euros, j'ai payé déjà 12 000 euros de cotisation sociale, d'un côté. Ensuite, par rapport à l'impôt sur le revenu, je vais payer des impôts sur 29 000. Donc, ça dépend des revenus de mon foyer. Si effectivement j'ai un foyer où le revenu imposable est déjà de 50 000 euros, j'ajoute les 29 000 euros, 50 000. Et là, c'est le barème progressif. Voilà. Admettons, je fais 1 000 euros, je paye 23% d'URSSAF, pour l'impôt sur le revenu, il part de 1 000 euros totalement, et il fait un abattement de 34%, alors que j'ai déjà payé 23% de charges sociales. Tout à fait. C'est vraiment calculé sur le chiffre d'affaires. On ne peut pas déduire les dépenses en termes de dépenses toutes simples, les achats, ni les charges sociales payées. Tout est calculé sur le chiffre d'affaires. Mais pour l'impôt sur le revenu, vous avez un abattement tout de même. Voilà. J'espère que c'est clair. Pour l'aspect juridique, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, il n'y a pas de création de personne morale comme ça va être le cas en société. Vous allez entreprendre en personne physique. De ce fait, c'est en nom propre. Le nom de l'entreprise, de la micro-entreprise, ce sera, dans mon cas, Monsieur Enzo Musumeci. Je peux choisir tout de même un nom commercial. Donc, imaginons, nom commercial, je ne sais pas, vous mettez ce que vous voulez. Je n'ai pas d'exemple en tête. En tout cas, vous avez la possibilité tout de même de choisir un nom commercial. Même si la dénomination de l'entreprise, ce sera toujours votre prénom et nom, comme c'est une activité en nom propre. Voilà. Donc, les formalités sont très simples en micro-entreprise. Vous avez uniquement à déclarer votre chiffre d'affaires à l'URSSAF afin de payer des cotisations sociales et ça se passe tous les mois. Donc, au mois d'avril, je déclare le chiffre d'affaires que j'ai encaissé au mois de mars. Au mois de mai, je déclare le chiffre d'affaires que j'ai encaissé au mois d'avril.
ainsi de suite, et je paye mes cotisations sociales directement lors de la déclaration. Priscilla, nous sommes 2 sœurs, nous souhaitons ouvrir un atelier de relooking de meubles à base en SARL, mais au vu des grosses cotisations, est-ce plus judicieux d'ouvrir 2 micro-entreprises en réalisant la même activité? Alors, si vous faites la même activité, non, je vous déconseille de faire ça, surtout si vous travaillez ensemble. Les dettes liées à mon entreprise sont aussi en nom propre. Alors, totalement. Si vous avez des dettes en micro-entreprise, ça vous concerne directement. Ça ne concerne pas la structure, mais vous en nom propre. Donc, faire attention. Donc là, on continue le zoom sur la micro-entreprise. On va voir les points positifs, justement. Le point positif, c'est tout de même les charges sociales et l'imposition est avantageuse. Tant que ça reste une activité annexe, je dirais une petite activité, ça peut être intéressant. Après, tout dépend de votre projet, de votre activité, mais généralement, ça va être intéressant pour commencer. Tout dépend de votre activité, encore une fois. Ce qui est intéressant également, c'est que c'est gratuit. C'est-à-dire pour lancer ma micro-entreprise, pour la création, c'est totalement gratuit. Donc, c'est assez pratique pour tester le projet, pour tester quelque chose. Vu que c'est gratuit, je ne prends pas trop de risques. Et pour la gestion, je n'ai pas besoin d'expert comptable, donc c'est également gratuit. Comme je vous disais, les seules obligations que j'ai, c'est de déclarer le chiffre d'affaires tous les mois. Vous pouvez également avoir un livre des recettes qui va reprendre la liste de toutes vos transactions, la liste de toutes vos ventes. Et les points négatifs, c'est que vous avez un plafond de chiffre d'affaires à respecter. Si vous faites la prestation de service, c'est environ 77 000 euros, 77 200 euros de mémoire. Et si jamais vous dépassez ce plafond 2 fois d'affilée, vous passez automatiquement en entreprise individuelle au régime réel. Vous n'avez pas la possibilité de déduire vos charges et vos dépenses, c'est ce que je vous disais. Donc, si vous avez une activité qui nécessite beaucoup de dépenses, ne partez pas en micro-entreprise, parce que là, vous allez casquer. Et la protection du patrimoine est relativement faible, parce qu'en fait, en micro-entreprise, votre patrimoine perso et pro, ils sont ensemble. Alors qu'en société, j'aurai mon patrimoine pro et patrimoine perso. Donc, on peut voir que si une personne souhaite protéger son patrimoine parce qu'elle a un large patrimoine immobilier, elle aura plutôt intérêt à partir sur une société, non pas sur une micro-entreprise. Alors, attendez, j'ai vu une petite question intéressante. Pour la déclaration de CA pour l'emploi, pour la RE, avant ou après abattement. Alors, vous déclarez le chiffre d'affaires encaissé, normalement, eux vont réaliser un abattement, effectivement. Attention au courrier qui demande un paiement à la suite de la création de micro. Gabin, très bonne remarque. Vous allez avoir des arnaques. Si jamais vous créez une micro, une société, ce sont des petits malins qui vont s'amuser à envoyer des petits courriers. Donc, c'est une entreprise, je pense, qui fait ça, à tous les nouveaux entrepreneurs. Et en fait, c'est écrit affichage obligatoire ou c'est des arnaques, il faut bien lire. Et si vous avez des questions, si vous avez un doute, vous demandez à un professionnel. Ce sont des arnaques, tout simplement, ils vont vous demander de payer. Vous aurez un RIB et tout, mais surtout ne pas payer. Je bois un petit peu, si vous me permettez. Boutique en ligne, on oublie. Ouais, quand on fait de l'achat-revente, c'est bien pour commencer, pour tester, mais à partir d'un certain moment, moi, je vous recommande plutôt en société, ouais, effectivement. Quand on entend parler de la baisse du seuil de TVA, très bonne remarque, Sandrine, tout le monde est concerné, effectivement. Le seuil de TVA, pour le moment, donc c'est-à-dire que là, actuellement, au micro, vous commencez sans TVA, c'est-à-dire que vous ne facturez pas la TVA à vos clients et vous ne déclarez pas la TVA encaissée ni collectée. Mais par contre, donc là, c'est à 36 000 et quelques pour la prestation de service. Ça doit être 88 000 pour l'achat-revente. Mais à partir de bientôt, du 1er juin, normalement, ce sera 25 000 euros. Plafond de CA en libéral, ce que je disais, c'est 77 200. Le plafond de chiffre d'affaires. L'abaissement du plafond pour la TVA en micro est toujours d'actualité. Ouais, Vanessa, pour le coup, c'est toujours le cas. Pas eu d'infos pour le moment. Nous, le cabinet, on part comme si c'était le cas. Après, à voir s'il y a un changement. Pour le moment, il n'y a pas de changement annoncé. Ce sera bien. Il y aura un changement qui est annoncé au 1er juin, mais ils n'ont pas dit encore qu'il n'y aurait pas de changement. La micro-entreprise pour l'achat-revente de véhicules, ce n'est pas du tout le bon régime, je pense. Non, je ne pense pas non plus. Pour commencer, encore une fois, ça peut être bien, mais pas pour développer. Quelle différence entre une micro et une EUI? On va le voir juste après. Le Sénat a demandé l'annulation. Effectivement, mais pour l'instant, ça ne bouge pas. En micro, j'ai facturé la TVA à mes clients. Dois-je faire un avoir sur chaque facture, puis rééditer de nouvelles factures?
bonne question. Bah, pour les rembourser, enfin, ça c'est à vous de voir. Pour les rembourser, effectivement, de 20%, on peut faire un avoir, ouais, effectivement. Si j'ai 2 micros, le seuil c'est par micro. Tu as des deux. Patrice, ce n'est impossible d'avoir 2 micros. Enfin, dans les faits, je pense que c'est possible, mais enfin, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Non, non, c'est pas possible en fait. Non, c'est pas possible. Quand vous allez faire la déclaration, ça va vous dire que c'est pas possible. Donc non, vous n'avez pas le droit et c'est impossible. Par contre, il faut avoir 2 activités dans la même micro. Oui, Stéphane, oui, effectivement, c'est différent en Martinique. Je n'avais pas l'info, vous étiez en Martinique, effectivement. Donc, zoom sur l'entreprise individuelle. Donc, l'entreprise individuelle au régime réel, c'est un peu différent de la micro. Je dirais que c'est la suite logique dans certains cas de la micro-entreprise. Vous avez le même régime, vous êtes travailleur non salarié. Par contre, le paiement des cotisations sociales est un peu différent. Vous allez payer des cotisations sociales sur votre bénéfice. Contrairement à la micro-entreprise, en entreprise individuelle, vous avez la possibilité de déduire vos frais. Donc, c'est-à-dire, vous prenez votre chiffre d'affaires, vous allez pouvoir déduire l'ensemble de vos dépenses liées à l'activité. Vous allez arriver à un bénéfice et vous allez payer 45% de ce bénéfice au titre des charges sociales. Donc, ça peut être intéressant si vous avez des dépenses, beaucoup de dépenses, mais si vous avez de très faibles dépenses et sinon vous allez payer beaucoup de charges en fait. Et pareil pour l'impôt sur le revenu, c'est sur le bénéfice. Donc en fait, c'est très peu intéressant généralement cette forme juridique. Je vous conseille d'être conseillé avant de choisir cette forme et de faire des simulations. C'est assez complexe. Et sur l'aspect juridique, c'est la même chose que la micro-entreprise. Vous serez en nom propre. Donc, il n'y a pas de séparation entre le patrimoine perso et pro, même s'il y a quand même une protection, mais il n'y a pas de séparation. Et l'avantage, c'est que les formalités juridiques sont plus faibles qu'en société, plus élevées qu'en micro. Par contre, c'est les mêmes obligations qu'en société. Bilan à la fin de l'année, etc. Par contre, il n'y a pas de notion de capital ou de statut. Donc, l'entreprise individuelle au réel, c'est intéressant si vous devez déduire vos charges. Il faut en avoir beaucoup si vous avez des charges plutôt faibles, ce n'est pas du tout intéressant. Et vous n'avez aucun plafond de chiffre d'affaires, comme c'est le cas en micro où là vous avez un seuil à respecter. Là, en entreprise individuelle, il n'y a pas de seuil. Par rapport au point négatif, c'est que l'optimisation n'est pas possible. Il n'y a pas la possibilité d'optimiser avec l'arrêt d'un salaire ou des dividendes. C'est que le patrimoine perso et pro ne sont pas séparés, donc protection plutôt faible. Et le point négatif, si vous avez besoin d'un comptable, donc c'est des frais supplémentaires. Avez-vous possibilité de préciser le beaucoup de dépenses, pourcentage du CA par exemple? Si vous faites de la prestation de service, si prestation de service intellectuel, si vos dépenses ne sont pas supérieures à 30%, je dirais. Ouais, vous pouvez aller en entreprise individuelle si vos dépenses dépassent plus de 30%. Après, à voir, encore une fois, il y a des simulations qui sont possibles. Je vous invite à prendre rendez-vous avec nous pour faire une simulation, mais généralement, partez du cas qu'au-delà de 30% de dépenses, ça peut être intéressant d'être en entreprise individuelle. Mais il y a un calcul à faire. En fait, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Là, je vous dis ça, mais voilà. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte et je vous invite à prendre rendez-vous si jamais vous souhaitez avoir des informations plus personnalisées sur votre situation actuelle et sur votre projet. Donc là, je vais vous parler de société, donc des formes juridiques. Il y a la SAS et la SASU. Donc encore une fois, la SAS et la SASU sont la même chose. SAS, on est plusieurs associés. SASU, c'est une SAS unipersonnelle, donc vous êtes seul dedans. Là, c'est différent de ce qu'on a vu précédemment. Lorsque vous êtes en SASU, vous êtes au régime général, donc vous êtes assimilé salarié. Vous allez payer des cotisations sociales sur le salaire et non pas sur le bénéfice ou sur le chiffre. Imaginons, vous prenez un salaire de 1 000 € tous les mois, vous allez payer 75% de cotisations sociales sur les 1 000 € et non pas sur le chiffre d'affaires. Ok ? Donc, c'est un calcul qui est différent. Pour le coup, vous pouvez déduire vos charges. Et effectivement, lorsque vous prenez un salaire en SASU, comme vous êtes au régime général, vous avez besoin d'une fiche de paye. Donc, des frais supplémentaires, comme l'a bien précisé Vanessa, je vous en remercie. Par rapport à l'aspect fiscal de l'entreprise, de la SASU,
C'est le même fonctionnement pour la SS-SASU que pour le URL SARL. Je vais vous le décrire. Vous partez de votre chiffre d'affaires. Depuis votre chiffre d'affaires, vous pouvez déduire l'ensemble de vos dépenses. On va partir d'un chiffre d'affaires de 100 000 euros. Vous avez 10 000 euros de dépenses. Donc, on déduit les 10 000 euros des 100 000. On arrive à 90 000 euros. De mes 90 000 euros, j'ai la possibilité de déduire également le salaire que je vais prendre toute l'année. Imaginons, j'ai pris 1 000 euros tous les mois. On arrive à 12 000. On va prendre 20 000 euros à l'année. J'ai pris 20 000 euros de salaire à l'année. Je déduis mes 20 000 euros de mes 90 000. Donc, on arrive à 70 000 euros. Sur mes 20 000 euros de salaire que j'ai pris, je vais payer 75% de charges sociales, donc 15 000 euros. Je déduis également ces 15 000 euros de mon chiffre d'affaires, donc on arrive à 55 000 euros. Ces 55 000 euros-là, c'est mon bénéfice. OK ? Donc, j'ai déduit de mon chiffre d'affaires mes dépenses, j'ai déduit mon salaire et j'ai déduit mes cotisations sociales qui sont calculées sur mon salaire. Donc, j'ai un bénéfice, d'après nos calculs, de 55 000 euros. Sur ces 55 000 euros, c'est écrit au milieu, je vais payer l'impôt sur les sociétés. 15% de 0 euros à 42 000 euros de 500 euros de bénéfice et 25% sur chaque euro supérieur. Donc, dans mon cas, jusque 42 500 euros, je paye 15%. Ensuite, de 42 500 à 55 000, on est d'accord, il y a 12 500 euros. Si on fait la différence entre les deux, je vais payer 25% sur les 12 500 euros. OK ? Donc, je paye cet impôt. Donc, je passe d'un bénéfice brut, je paye l'impôt dessus, j'arrive à un bénéfice net. Et ce bénéfice net, soit je le laisse en trésorerie pour faire du réinvestissement derrière, ou alors je peux me le prendre en dividende. En SASU, mes dividendes sont taxés à 30%. OK ? Pour un food truck, je ne me verse pas de salaire, je ne paye pas de charges. Effectivement, si vous ne versez pas de salaire en SASU, vous ne payez pas de charges sociales. OK ? Donc, si jamais vous êtes vous touchez des aides, il vaut mieux opter pour la SASU, parce que vous ne payerez pas de charges sociales. Idem si vous avez un CDI. Si vous avez un CDI et vous pensez que vous avez un prévisionnel assez confortable, vous pensez faire un chiffre d'affaires assez confortable, il vaut mieux opter pour la SASU, vous permettant de ne pas payer de cotisation sociale. On déduit le salaire brut non chargé en déduction fiscale. Bon, on déduit les deux en fait. On déduit le salaire plus les cotisations sociales. Tous des impôts pour finir à 3. Ouais, effectivement. Et les dividendes sont ensuite imposés via votre déclaration d'impôt. Alors, très bonne question. Je paye 30% sur mes dividendes. Je vais devoir déclarer mes dividendes. Par contre, je ne paierai pas d'impôt supplémentaire. Peut-on être en SASU et ne pas se verser de salaire sous la période d'indemnité de fonds de travail et se verser un salaire ensuite ? Totalement. Totalement, Nathalie, et c'est ce que je recommande. En fait, est-ce que dans votre cas, il y a des personnes qui sont chez France Travail et qui souhaitent avoir une SASU, par exemple ? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes dans le cas-là ? Vous mettre un petit oui, comme ça, si jamais il n'y a personne, je ne l'aborde pas. Oui, c'est l'idée. Bon, parfait. Ok, ça marche. Bon, très bien, il y a du monde. Très bien. Donc, si jamais vous souhaitez créer une SASU et que vous êtes demandeur d'emploi et que vous touchez les ARE, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir avoir la totalité de vos droits France Travail. Vous devrez tout simplement apporter à France Travail la preuve que vous ne prenez pas de salaire grâce à une attestation de non-rémunération que pourra vous fournir le comptable. Et nous, Swapen, c'est ce qu'on fait. On va pouvoir créer votre SASU et vous accompagner potentiellement sur la comptabilité et vous fournir ce petit document, cette petite attestation de non-rémunération vous permettant d'avoir la totalité de vos droits France Travail. Voilà. Donc, en fait, vous aurez 100% de vos droits tous les mois à condition de ne pas vous verser de salaire. OK ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Ouais, totalement, Nathalie. Les charges de la couverture sociale sont assurées par France Travail, totalement. Et la SAS, c'est le même schéma. La SAS, c'est pareil. Pour le coup, c'est la même chose les SAS que pour le salaire. Tous les mois, l'attestation, totalement.
C'est tous les mois et nous, elle est gratuite avec Swapen si jamais vous êtes suivi par nous en comptabilité, bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Hein. On pourra vous accompagner sans problème, vous conseiller avec plaisir. Une solution pour ne pas basculer en ARE, c'est-à-dire si je me verse des dividendes, je paye 30% dessus en plus de l'impôt sur les sociétés. Ouais, totalement. Donc, chiffre d'affaires moins salaire, moins charge sociale, moins mes dépenses, égale bénéfice brut. Je paye l'impôt sur les sociétés. Et après, j'arrive à un résultat, hein, c'est le bénéfice net, et je paye 30% sur la prise de dividendes. Si jamais je me prends 1000 euros de dividendes, je paye 30% sur ces 1000. Attestation égale perte de temps pour toucher les ARE. Je ne comprends pas, Christophe. Attestation égale perte de temps pour toucher les ARE. Je comprends pas, désolé. Je suis en CSP, d'après ce que j'ai compris, je passerai en ARE si je crée ma société. Totalement. Ça, je vous recommande de voir avec votre conseiller CSP, justement. Normalement, vous passez via une agence hein, pour ça, de voir si c'est bon. Mais effectivement, vous pouvez créer la société pendant le CSP et bénéficier des ARE après. Est-ce que si je ne me verse pas de salaire, je récupère les dividendes une fois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Totalement, Olena. Vous pouvez ne pas vous verser de salaire du tout et opter pour une prise de dividendes. Mais vous pouvez faire les deux. Vous pouvez verser un salaire et après prendre des dividendes. C'est pas obligatoire de choisir soit dividendes, soit salaire. Ça peut être les deux. En 2 fois. Non, pour les dividendes, c'est qu'une seule fois. Et vous payez 30% sur le montant. Bon, essayez d'être clair, parce que des fois, je ne comprends pas vos questions. Il me semblait qu'il y ait 30% à payer sur les dividendes, c'est uniquement en cas de versement de salaire minimum. Sinon, risque de payer taxe PUMA. Non, pas de... Alors, effectivement, si vous ne prenez pas de salaire et que vous n'avez pas de France Travail derrière ou d'autres activités, effectivement, ou si vous n'êtes pas marié, que votre conjoint ne prend pas de salaire, effectivement, vous pouvez payer la taxe PUMA, mais ça, c'est autre chose. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de se verser que les dividendes une fois par an. Ça peut être intéressant, mais tout dépend. Si vous avez besoin de verser un salaire tout de même pour vivre, autant se verser un petit salaire et opter pour une prise de dividende. Il y a un risque URSA de faire un versement uniquement de dividende et pas de salaire. C'est ça, il faut se verser un minimum. Le minimum légal, ça va être 700 euros par mois. Donc, si votre activité principale, qui n'a pas France Travail ou quoi à côté, vaut mieux se verser un petit salaire tous les mois de 700 euros et le restant en prise de dividende. Effectivement. Je vous remets le petit lien parce que vous avez des questions assez spécifiques et il faut que j'avance. Je suis désolé, sinon on n'arrivera pas à finir le webinaire. Pour aborder vos sujets, vos questions bien spécifiques sur vos projets, je vous invite à cliquer sur le lien et prendre rendez-vous directement avec un conseiller. Ce sera plus simple. J'essaie de répondre à toutes vos questions. Je suis désolé, mais on a 1 heure, il nous reste 12 minutes. Moi, il faut que j'avance. Mais en tout cas, c'est un plaisir de vous accompagner, mais n'hésitez pas. Ce sera peut-être plus simple pour vos questions personnelles. Et j'essaie d'y répondre, mais on n'aura pas trop le temps, je suis désolé. Je pense que oui, vous aurez le replay, je crois. Je pense que les personnes de l'ADI vous le diront, mais normalement, oui, vous aurez le replay. Donc, SAS, SASU, donc les avantages et inconvénients. L'avantage, c'est que vous aurez une véritable séparation entre le patrimoine perso et pro, parce que vous allez créer une personne morale, et de ce fait, votre patrimoine privé sera protégé. La prise de dividende en SASU, comme on l'a vu, est très intéressante, et vous aurez la possibilité d'optimiser entre la prise de salaire, d'essayer de maximiser vos dépenses et la prise de dividende. Donc la SASU est très intéressante pour pouvoir optimiser vos revenus et vos dépenses. Donc, l'avantage également de la SASU, la SS, vous avez une bonne protection sociale. Comme vous serez inscrit au régime général et que vous payez des cotisations sociales, je vous l'accorde, plutôt élevées, et ben de ce fait, vous avez une bonne protection sociale, une bonne cotisation à la retraite.
Donc, ce qu'il faut, c'est jouer entre les deux, se verser un petit salaire minimum afin quand même de cotiser et pouvoir opter pour une prise de dividende afin d'avoir, de pouvoir payer pas trop de charges non plus. Par contre, qui dit salaire en SASU dit fiche de paye lorsqu'on se rémunère. Et si pas de salaire en SASU, pas de charge sociale, attention si c'est votre seule et unique source de revenus et votre seule et unique activité, s'il n'y a pas de salaire, vous pouvez être taxé. Donc toujours se verser un minimum si vous n'avez pas d'autres sources de revenus. Et point négatif, donc beaucoup de charges sociales, ça peut être également un inconvénient si on souhaite se verser un salaire sans payer trop de charges. Et vous aurez besoin d'un suivi comptable, effectivement, parce que là, vous aurez un bilan à la fin de l'année, ça peut être un peu plus gros comme gestion qu'une micro-entreprise, par exemple. Oui, c'est obligatoire de déposer les comptes et d'avoir un bilan comptable, effectivement. Et Priscilla, pour répondre à votre question, zoom sur la SARL et l'EURL. Donc, encore une fois, la SARL et l'URL, c'est la même chose. SARL, on est plusieurs. EURL, je suis seul dedans, seul associé. Là, par contre, en EURL et SARL, je suis travailleur non salarié. Donc, je suis inscrit au régime des indépendants. Donc, mes cotisations sociales sont plus faibles. Elles sont également calculées sur ma rémunération. Donc, imaginons, je me verse un salaire de 1 000 euros. Là, en EURL et SARL, c'est 45%. Par contre, la prise de dividende n'est pas du tout intéressante. Donc, SRL et URL, en fait, finalement, si on regarde un peu, c'est très intéressant pour une personne qui souhaite se verser un salaire tous les mois. Par contre, une personne qui souhaite ne pas véritablement se payer tous les mois n'optera pas pour la SRL et l'URL parce que les dividendes sont taxés de manière assez importante. Pour l'impôt sur les sociétés, c'est le même calcul que pour la SAS et la SASU. Ce que je disais, c'est les mêmes calculs pour chaque type de société. Chiffre d'affaires moins mes achats, moins mon salaire, moins mes charges sociales, égale bénéfice brut. Je paye l'impôt sur les sociétés. Une fois que j'ai payé, j'ai mon bénéfice net ou mon résultat. Et mon résultat, soit je le laisse en trésorerie pour du réinvestissement, ou alors je peux prendre tout, ou alors une petite partie et laisser le reste en trésorerie, mais je peux prendre une partie en dividende qui sera taxé à 57,8% en URL et SARL. Donc, sur l'aspect juridique, pareil que la SAS, comme c'est la création de personnes morales, mon patrimoine perso est protégé. Voilà. Donc, si vous souhaitez protéger votre patrimoine, la SARL et l'URL peut être assez intéressant. Donc, si on fait un petit zoom, intéressant pour protéger mon patrimoine, c'est ce que je viens de dire. Plutôt intéressant pour me rémunérer parce que les taux de charge sont plus faibles qu'en SASU. Et possibilité également d'optimiser entre le fait de déduire l'ensemble de mes dépenses et achats de mon chiffre d'affaires et le fait de pouvoir me payer et pourquoi pas opter pour une petite prise de dividende parce que c'est fortement taxé, mais ce n'est pas recommandé. Vraiment, si je peux vous donner un conseil en EURL, en SRL, c'est de maximiser vos dépenses. Donc là, de vous faire accompagner par un bon comptable qui va vous donner l'ensemble de vos charges déductibles et de maximiser votre rémunération afin que votre imposition soit la plus faible possible. Parce que sinon, vous allez payer de l'impôt sur les sociétés et ce n'est pas le but parce qu'il n'y a pas d'intérêt à laisser ou alors une petite partie en trésorerie, mais ne pas en laisser de trop, sinon vous allez payer de l'impôt sur les sociétés, ce qui n'a peu d'intérêt vu que la prise de dividende est fortement taxée en EURL. Donc en SASU, je peux laisser en trésorerie parce que la prise de dividende est assez intéressante. Par contre, en URL, non, parce que ce n'est pas véritablement intéressant de se prendre des dividendes. Et c'est justement un aspect négatif de cette forme juridique, c'est les dividendes taxés à 57%. Protection sociale et cotisation sociale faible, car vous êtes travailleur non salarié, comme c'est le cas en micro-entreprise ou en entreprise individuelle. Pas de fiche de paye, pour le coup. Donc, si vous avez besoin de fiche de paye parce que vous avez besoin de faire un emprunt, ce n'est pas forcément la structure la plus adaptée. Mais l'avantage, c'est que pour vous verser un salaire en EURL ou en SRL, c'est un virement de votre compte pro ou compte perso, et c'est le comptable qui va indiquer justement en comptabilité que ça représente un salaire. Et vous pouvez vous payer toutes les semaines, si vous voulez, toutes les 2 semaines, comparé à la SASU où c'est 1 fois par mois. Donc là, pour le coup, comme en SASU, dès qu'on parle de société ou d'entreprise individuelle au régime réel, là, vous aurez besoin d'un expert comptable, donc de payer un suivi. Et si jamais vous ne versez pas de salaire en SARL ou en URL, vous aurez des charges sociales minimales à payer et qui sont d'environ 1 200 €. Oui, il y a une loi, c'est la loi Macron, il me semble, de mémoire,
2022, même avant, je crois, qui protège le patrimoine perso. Effectivement, il est protégé, mais il n'y a pas de séparation, donc c'est toujours un peu risqué. Si jamais on veut protéger son patrimoine perso, en micro ou en EI, c'est toujours assez risqué. Il vaut mieux créer une société dans le cas. Mais effectivement, il y a bien une loi, Jean-Claude, qui protège le patrimoine perso, mais on n'est jamais trop prudent. Les 1 200 euros, en fait, c'est si jamais vous ne versez pas de salaire en EURL ou en SCRL, vous les aurez à payer. C'est le minimum à payer de charge sociale. Si jamais pas de salaire, vous payez les 1 200 euros. Oui, à ça, il y aura le replay. Combien coûte un comptable? Tout dépend. Tout dépend. Nous, on a une offre logicielle à 29 euros. Et si on a des partenaires à 99 euros, et pour une offre premium chez un expert comptable avec un véritable suivi, ça peut aller à 150 euros. Non, c'est 1 200 euros à l'année, pardon. Si jamais il n'y a pas de salaire, c'est 1 200 euros à l'année. Oui, pas par mois, heureusement. Je passe à la suite, on a encore 4 minutes. Donc là, c'est le schéma que je vous disais. N'hésitez pas à faire une capture d'écran, à prendre en photo, je laisse 10 petites secondes. C'est le schéma, c'est le fonctionnement d'une société. C'est le même pour toutes les formes juridiques. Les seules différences, c'est au niveau de la rémunération, où là, les cotisations sociales sont différentes, le calcul est différent, et le bénéfice est pareil, et la prise de dividendes différent également, 57% en URL, 30% en SASU et SAS, ça s'appelle la flat tax. Grégoire, SASU et URL, c'est possible, mais payant. Si on souhaite créer plusieurs sociétés, vous avez été très différentes, vous venez créer la holding avant ou après. Vous mieux la faire avant, parce que sinon, ça va vous coûter très cher à modifier. Donc, s'il y a un montage d'holding, vous mieux que la holding soit créée en premier. Et ça, chez Maé, c'est ça, c'est Samir, je pense, le prénom. Désolé, on peut en parler, hein, je vous remets le lien. C'est très intéressant, les holdings, mais on l'abordera pas aujourd'hui. Mais en tout cas, il vaut mieux la créer en premier et je vous invite à prendre rendez-vous pour parler de ça. C'est plus simple. Je passe à la suite. Il nous reste 3 minutes. Pour créer votre micro-entreprise, c'est très simple, c'est gratuit. Vous allez sur le site Guichet Unique. C'est le site officiel de l'INPI. Vous allez pouvoir faire le nécessaire pour créer votre micro. Franchement, ça prend 15-20 minutes, pas plus. Donc, je vous invite à vous rendre dessus. Pour créer votre société, par contre, là, on vous accompagne avec plaisir. Voilà le déroulement. On vous conseille sur le choix de la forme juridique la plus intéressante pour vous. Ensuite, il y a le rendez-vous de création. C'est un rendez-vous avec un des conseillers où on va collecter toutes les informations concernant l'associé, le dirigeant, afin de créer les statuts. Une fois que les statuts sont créés, on vous les envoie. Il y a l'étape du dépôt de capital. Là, pareil, on a un partenaire pour ce dépôt de capital. On travaille avec un notaire. Une fois que le dossier est complet, on avance, on paye les frais légaux à l'État. Parce qu'en fait, il y a des frais obligatoires à payer à l'État d'environ 250 euros. Ça correspond aux frais d'annonce légale et aux frais de greffe. On les paye à l'État et on vous les refacture une fois que la société est créée. Comme ça passe en charge déductible. Voilà. En moyenne, ça prend 5 à 10 jours à créer votre société. On s'occupe de tout. Si jamais vous êtes seul, c'est 0 euros, c'est gratuit. Et si vous êtes plusieurs, c'est 99 euros d'honoraires, paiement en une fois. Voilà, pour l'accompagnement, voici ce que vous avez. Donc, c'est gratuit si vous êtes seul, en partenariat avec l'ADI. Si jamais, effectivement, le premier rendez-vous est gratuit, je vous remets encore une fois le lien. C'est totalement gratuit, ce premier rendez-vous de conseil. N'hésitez pas. Vous avez la chance de pouvoir bénéficier de conseils de la part d'experts gratuitement, comme je viens de le faire, mais peut-être plus personnalisé selon votre cas. C'est assez complexe tout ce que je viens d'expliquer. J'espère que c'était assez clair pour tout le monde. On a abordé beaucoup de sujets en 1 heure. C'était un peu la course, mais j'espère en tout cas que ça vous a plu, que j'ai répondu à toutes vos questions. Voilà. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous avez des questions plus précises sur vos projets. Ce sera avec plaisir. Ouais, merci beaucoup, Enzo. Effectivement, il y avait beaucoup de questions. C'est un sujet, en général qui fait venir du monde et qui déchaîne un peu le chat. Ouais. C'est pas la première fois qu'on fait une webconférence avec Swappen. On en fait régulièrement dans l'année, donc n'hésitez pas à retourner là où vous êtes inscrit, donc sur le site adi.org dans la partie accompagnement et atelier. Et voilà. Et effectivement, on est partenaire du coup avec Swappen. Donc une fois que vous avez un crédit à l'ADI, on a un bon plan ensemble. On en a d'autres également. Et donc le replay vous sera envoyé par mail.
Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Parfait. Donc Merci à merci toi. beaucoup. Bonne journée à toutes et tous. Au Bonne revoir. journée. Au revoir. Merci Enzo. Merci à vous. Au revoir.